Hello les investisseurs, j'espère que vous avez la super forme, que la rentrée s'est bien passée. Aujourd'hui, grosse vidéo sur mon ouverture de franchise de restauration et plus particulièrement l'ouverture d'un Columbus Café Co. Alors c'est une marque que vous devez certainement connaître. C'est le plus grand concurrent de Starbucks et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a plus de Columbus Café en France que de Starbucks. Voilà, c'était pour l'instant promotionnel. Et j'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que ça fait déjà pas mal de temps qu'on m'en demande une, qu'on me demande, voilà, Quentin, combien est-ce qu'on peut gagner avec une franchise de restauration? Comment est-ce que ça se passe le quotidien? Est-ce que tu fais des sandwichs? Est-ce que tu fais des cafés? Comment ça se passe d'un point de vue organisationnel? Est-ce que c'est compatible avec une vie de père, de mère de famille? Ce sont des questions qu'on va aborder ensemble. Je vais essayer vraiment de rentrer dans le détail. Et comme il n'y a pas de réponse rapide et simple à quelque chose de complexe, la vidéo risque de durer pas mal de temps, plus de 30 minutes. Donc asseyez-vous bien, prenez un petit popcorn, un granita ou un café Columbus Co. Peu importe, asseyez-vous bien et j'espère que cette vidéo va vous plaire. L'idée, alors, d'où m'est venue l'idée d'ouvrir un Columbus Café Co. Alors, ça remonte à quand j'étais en stage à Marseille. Je passais mon diplôme d'entraîneur de tennis et il m'arrivait, après les cours, de me balader au centre-ville de Marseille, aussi à Aix-en-Provence parce que c'est à côté. Et je suis allé une fois dans un Columbus Café au moment où voilà, je ne buvais pas encore de café. J'ai goûté leur café, j'étais dans les locaux, j'ai regardé le magasin et je me suis dit, putain, ça comment dire, c'est un concept assez intéressant parce qu'il propose à la fois une gamme salée, sucrée, des boissons, donc du café, des boissons froides, des smoothies, des milkshakes. C'est une gamme assez variée. Ça permet de vendre toute la journée. Et j'ai vraiment bien aimé le business model et surtout l'atmosphère. L'atmosphère, c'est très important quand tu as un coffee shop. Il faut que les gens se sentent bien. Il faut que ça représente le tiers-lieu pour eux. À défaut d'en avoir un, bah, c'est vrai que la plupart des personnes vont au travail, rentrent chez elles. Et elles n'ont pas de lieu intermédiaire dans lesquels se poser, que ce soit pour parler affaires, pour dater par exemple, hein, si tu veux dater, c'est plutôt pas mal. Alors ne t'enfile juste pas un sandwich aux 4 fromages devant ton date, petit conseil d'amis. Mais voilà, le tiers-lieu, c'est un concept qui s'est vraiment bien développé. Et comme on travaille beaucoup de nos jours, c'est important d'en avoir un. Donc l'idée elle est venue de là, j'y suis allé et j'ai trouvé le concept sympa. Et comme j'ai une petite sensibilité entrepreneuriale, je me suis dit pourquoi pas ouvrir un Columbus Café Co. Ça c'était en 2021. Quand je suis rentré à Strasbourg ensuite, comme vous le savez, je suis devenu entraîneur de tennis, c'est-à-dire que je gère un club sur la partie sportive, donc tout ce qui est événements sportifs, entraînement à Strasbourg. Et après mes pauses, en fait, je cherchais un endroit pour me détendre. Je cherchais ce tiers-lieu pour me détendre. Et à force de recherche sur Google, j'ai trouvé un Columbus Café Co. à proximité du club dans lequel j'entraîne. Donc j'y suis allé une fois, je goûte un petit café, un petit rallongé avec un donut. Voilà, c'est du sucre pour le sport, c'est pas très compatible. J'avais bien aimé le lieu et pourquoi pas revenir. Donc j'y suis revenu quelques jours après avec des amis et il s'est avéré qu'il y avait un mec en chemise. Et je me dis, bon, mec en chemise, ça peut pas être un employé, ça doit forcément être le patron. Et j'ai commencé à parler avec lui en lui demandant, voilà, c'est vous le franchisé, vous avez ouvert depuis combien de temps, comment est-ce que ça tourne, vous en êtes satisfait? Et à force de parler avec lui, à chaque fois que j'y allais quasiment, on a fini par se mettre d'accord et ouvrir un Columbus Café Co. Donc entre le moment où on a commencé à parler et le moment où on a effectivement ouvert le point de vente, il s'est passé un an et demi où j'ai beaucoup réfléchi à la faisabilité du projet et aussi si ça allait matcher avec mon emploi du temps.
Donc ça, c'était pour la petite histoire. Quelles sont les étapes maintenant pour ouvrir une franchise de restaurant? Déjà, la première chose à faire avant de faire l'étude concurrentielle, c'est d'avoir des sous de côté, c'est d'avoir du fric. Et à ce titre, le minimalisme financier, une gestion de budget irréprochable, impeccable, ça vous permet de constituer un apport. Parce que quand vous ouvrez une franchise de restauration, si vous regardez la photo derrière moi, eh bien, il y a des chaises, il y a un parquet qui a été fait, une terrasse qui a été posée. Si on revient un tout petit peu avant, vous voyez que là, il y a la vitrine. Une vitrine, ça coûte super cher. Vous avez tous les produits finis, donc ça, il faut le payer également au départ. Vous avez les meubles, vous avez les ustensiles de cuisine, les frigos, les congélateurs. La structure aussi du stand, là vous voyez, il y a une structure en bois, il y a aussi une structure métallique. Ça, c'est ce qu'on appelle. Nous, ça ressemble à ça, mais sous forme de kiosque. C'est les armatures, le moule du stand qu'il faut payer. Et c'est pour ça qu'il faut avoir de l'argent de côté. Après avoir parlé avec le franchisé, il m'a dit, parce que lui il en avait déjà ouvert un, et vu ce qu'on voulait faire, on voulait pas faire un gros restaurant, un gros point de vente, on voulait avoir un kiosque à ciel ouvert, et il fallait mettre environ 30%, même 40% du prix de l'investissement initial. Donc on a mis 35 000 euros chacun, de telle manière à déjà financer certaines choses, les travaux d'installation du kiosque, mais aussi avoir une bonne trésorerie, une trésorerie conséquente pour éviter de se retrouver dans des situations compliquées. Ça me fait penser d'ailleurs, il y avait un restaurant qui a ouvert à côté de chez moi, un truc spécialisé dans les bao, un truc chinois avec ils mettaient du poulet mariné avec des sandwichs, ça avait l'air super bon. Mais ils ont fermé au bout de 2 mois. Comment dire, c'était bizarre, mais à mon avis, ça vient d'un problème de trésorerie, parce que comme on va le voir après, il faut pas mal de temps pour faire décoller un business comme ça, surtout quand tu débarques dans une zone et que personne ne connaît la marque. Ensuite, la troisième étape, c'est l'étude de marché et la recherche d'emplacement. L'étude de marché, voilà, tu payes nous on a payé un cabinet comptable qui nous a fait une étude de marché là où vous voulez s'implanter, avec un prévisionnel qui est à 10 000 lieues de ce qu'on fait réellement, et la recherche d'emplacement. La recherche d'emplacement, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas toqué aux portes de toutes les foncières immobilières pour savoir s'il y avait un local. La franchise Columbus & Co nous a proposé d'emblée un emplacement. Et on était parti là-dessus, et c'est sur cet emplacement qu'on a établi toutes les hypothèses et tout le business model. Donc on s'est implanté dans une zone commerciale où il y a un Cora, c'est ce qui draine le plus gros du trafic. Et à côté de ça, il y a plein de petits magasins. On a H&M, il y a en restauration, on a Poulaillon, Subway, Bagel Corner, des bijouteries, des magasins de sapes, des magasins de parfums. C'est assez dense, il y a pas mal de commerces. Et c'est ce qui nous a séduit. On est aussi en face de la Fnac, nous, hein, donc ça draine pas mal de trafic. Ensuite, la quatrième étape, une fois que tu as fait tout ça, c'est d'aller à la banque pour demander ton prêt. Et ce qui était vraiment très intéressant, c'est que j'ai eu moins de mal à avoir un prêt de 150 000 euros que d'avoir un prêt de 30 000 euros pour investir dans l'immobilier. Pourquoi? Parce que les calculs ne sont pas les mêmes, ils se basent sur ton business model sur la faisabilité du projet, et ils ne prennent pas en compte tes revenus personnels, ni ton endettement. Donc on a un prêt de 150 000 euros qui est réparti à la fois sur du crédit bail. Crédit bail, c'est quoi? C'est un montage financier où la banque finance le matériel, mais elle en est propriétaire pendant toute la durée du crédit bail. Et avec ce crédit bail, on a une petite part de prêts traditionnels, de prêts commerçants, prêts artisans, de l'ordre de 50 000 euros. Et en termes de caution, là vous allez me dire, d'accord, tu as un prêt de 150 000 euros, mais si tu fais faillite du jour au lendemain, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, moi j'ai une caution de 13 000 euros sur le prêt. Donc si je fais faillite, je dois 13 000 euros à la banque, ce qui n'est pas un gros montant. Et c'était vraiment un critère de choix au départ.
Si vous n'avez pas d'expérience en franchise, dans la création de business physique, orientez-vous sur des projets abordables, même si 150 000 euros c'est une grosse somme. N'allez pas sur des trucs à 500 000, 1 million, à moins que vous soyez totalement taré dans votre tête, genre Elon Musk. Donc voilà, c'est un prêt de 150 000 euros qu'on va rembourser sur 5 ans avec une caution de 13 000 euros. Et voilà, tous les mois, on est prélevé et ça fait qu'on a des objectifs financiers à respecter. Ça responsabilise beaucoup, mais c'est aussi stressant. Ensuite, une fois qu'on a eu le prêt, l'implantation n'était pas encore effective. Il a fallu que j'aille à Paris au siège de Columbus Café Co où j'ai fait la formation. Alors, je ne vais pas vous détailler en détail ce que j'ai fait parce qu'il y a aussi le secret de la franchise. Je n'ai pas le droit de dévoiler ce que je fais. Mais en gros, ce qu'on a fait là-bas, c'est une grosse formation au niveau de l'hygiène alimentaire en restauration. Et il y avait énormément de choses. Pour moi, qui avait eu l'habitude de me couper deux trois tomates, le petit concombre et laisser ça dans une barquette au fond de mon frigo, je dois vous avouer que j'ai eu mal à la tête après ce module, tellement il y avait de choses à faire, désinfecter les plans de travail et bien tout étiqueter. Parfois, c'en est même ridicule, hein, il faut désinfecter des trucs. Tu te dis, mais pourquoi est-ce que je fais ça? Un autre aspect de la formation aussi, c'était l'aspect production. Comment est-ce que tu fais les sandwichs, parce qu'on a une grosse gamme salée. Combien de quantités tu mets, quels sont les protocoles d'hygiène associés à l'hygiène, à la production, pardon. Quelles sont les recettes de Columbus Café. Voilà, il fallait que j'apprenne toutes les recettes avec les ingrédients pour pouvoir savoir de quoi je parle devant mes employés. Ensuite, on a une formation barista. Ça s'appelle l'art barista, je crois, je sais plus comment ça s'appelle la formation, mais en gros ils t'apprennent toutes les boissons de la marque. On t'apprend à faire un espresso, mais pas un espresso où tu appuies juste sur une touche. C'est un espresso à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on a un moulin à café qui broie le grain ensuite que tu mets dans le porte-filtre et ensuite dans la machine. Il y a pas mal de gestes barista qu'on appelle à respecter pour faire un bon espresso de la même manière qu'il faut une certaine température, un certain temps d'extraction pour vraiment faire l'expresso parfait. Donc c'était vraiment très intéressant. J'ai appris quoi encore dans la formation boisson? J'ai appris à faire la mousse de lait pour les cappuccinos, le lait velouté pour les cafés lattés, comment faire les nuages de crème fouettée. C'était vraiment très très complet. Et pour moi qui suis absolument une bille en restauration, j'en ai fait des belles, hein. J'ai foiré un nombre d'espresso et de lait velouté pendant la formation. C'était vraiment très drôle, mais c'était bon enfant. Les autres franchisés qui étaient avec moi aussi n'avaient pas d'expérience et on a passé un très bon moment. Et à la fin de la formation, on était vraiment, enfin, on a fait ça toute la journée, hein, donc on avait vraiment un très bon niveau en fin de formation et on était prêt à ouvrir notre magasin. Et dernière petite formation, c'est sur l'expérience client. Donc la vente additionnelle, comment est-ce que tu fais pour passer d'une commande à 1 euro à une commande de 10 euros, parce que tu es là pour gagner ta vie, hein, tu es un commerçant, tu rembourses un loyer, tu payes des gens. Il faut vendre, même si les gens n'en ont pas besoin, il faut vendre, il faut proposer des produits, des trucs additionnels. Donc quand quelqu'un vient à la boutique et qui me prend un petit sandwich, eh bien, je lui propose systématiquement le menu avec la boisson, le dessert. Et on arrive comme ça à des commandes de 12-13 euros, voire même de 50 euros si on a des familles qui viennent se restaurer chez nous. Ensuite, la sixième étape et la dernière, hein, c'est l'ouverture le 1er avril 2023. Et à cette étape, on peut aussi mentionner le recrutement du personnel qu'on a fait quelques semaines avant. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis posé dans une cafétéria à côté de là où on allait ouvrir chez le concurrent et j'ai vu 10-15 personnes pour les recruter aux différents postes qu'on avait à pourvoir. Et là, j'ai vu de tout et n'importe quoi. J'ai vu plus n'importe quoi que de bons profils entre les personnes qui te disent d'accord, je serai là demain à 11 h et qui ne viennent pas, ou les personnes avec, limite autistes. C'est un peu méchant, mais il y avait des personnes, elles tremblaient quand elles me parlaient.
je dois vous avouer que je me suis déjà fait un premier aperçu de ce qu'allait être la gestion du personnel. Mais finalement, on a trouvé 4 personnes, 4 baristas qui ont été très bien. Certains sont restés plusieurs mois, d'autres sont partis au bout d'un mois. Mais voilà, c'était la période, c'était la phase avant l'ouverture effective. Et l'ouverture effective le 1er avril 2023, c'était un samedi, je m'en rappelle très bien. C'était incroyable. J'ai même pas de mots pour dire ça. Pourquoi? Parce qu'on a eu beaucoup de problèmes au niveau de l'installation électrique. C'est-à-dire qu'on a l'électricien qui a fait un inversement de phase. Peut-être qu'il y a des électriciens qui m'écoutent parmi vous. Et donc, qu'est-ce que ça a fait? Au lieu d'avoir du 220 volts dans les appareils sur le kiosque, on avait 360. Donc, quand j'ai mis le courant, eh bien on a la moitié des appareils qui ont sauté instantanément. Il y avait de la fumée partout sur le kiosque, c'était n'importe quoi. Donc on s'est retrouvé à l'ouverture, à faire toute notre préparation, à faire notre production sucrée chez notre chez notre ami commerçant qui nous a prêté son four. Donc il y avait 10 minutes de marche parce que c'est une grosse galerie. J'étais comme ça avec l'échelle où il y avait tous les produits. Je suis arrivé à 5h30 du matin, j'ai fait tout cuire et à 9h on était prêt à ouvrir. Mais c'était vraiment une ouverture sportive et il s'est avéré qu'on a eu beaucoup de monde ce jour-là. On a fait un gros chiffre d'affaires et c'était vraiment pour le coup réussi. Maintenant, le quotidien d'un franchisé, à quoi est-ce que ça ressemble? Est-ce que tu peux te poser sur la plage avec ton ordinateur, donner les ordres et tout se passe bien? Absolument pas. Là, je tiens à être clair. Si vous cherchez quelque chose comment dire, si vous cherchez quelque chose de stressant, de chronophage, bah, ouvrez une franchise, hein, franchement, hein. C'est à milieu de ce qu'on peut nous dire sur le business. C'est quelque chose qui te prend aux tripes, comme on dirait dans Cauchemar en cuisine. C'est une passion qui prend aux tripes et il faut vraiment se dédier corps et âme à ça. C'est pas du tout un revenu passif hein, que vous tirerez de ça. Il y aura plus d'emmerdes que de moments calmes. Ça, il faut bien en être conscient. Mais au niveau des tâches, à quoi ça ressemble? Il y a beaucoup de choses. J'ai essayé d'être le plus synthétique possible. Déjà, c'est le recrutement des personnes et des bonnes personnes. Avec l'expérience, il y en a peut-être 1 sur 5, 1 sur 5 qui va être très bien, qui va être ponctuel, qui va comprendre les choses, qui va être vite opérationnel. Et les autres, hein, c'est des cassos. Entre nous, c'est du bas de gamme, quoi. C'est vraiment, j'ai rien contre les jeunes de nos jours, mais 4 sur 5, c'est des branleurs finis. Soit ils viennent pas, soit ils font n'importe quoi, j'ai eu quelques retours. Mais quand je m'absentais la journée, il y en avait certains qui s'amusaient à filer des produits à tout le monde, à tous leurs potes, des produits que nous on payait avec notre argent, bien entendu. C'est absolument la foire. Enfin, c'était absolument la foire quand je partais. Il y en a d'autres qui préviennent à 3 heures du matin, qui peuvent pas venir à 7 heures. Voilà, c'est vrai, c'est vraiment casse-couille. Ou t'en as encore d'autres, leur lubie, ce qui les fait kiffer dans la vie, c'est quand ils te font une minute de plus, et bien ils le notent sur un carnet, et à la fin du mois, bah, ils te disent, bah, voilà, là, le mercredi, j'ai fait 3 minutes et 63 secondes de plus. Là, le vendredi, je suis arrivé un peu en avance parce que machin, mon train il est arrivé en avance, donc j'ai commencé à 7h59 au lieu de 8h. Bref, tu as vraiment des malades mentaux dans le personnel et c'est un sentiment qui est partagé par tous mes confrères de la zone commerciale et pas seulement mes confrères mais de cette zone-là, mais des commerçants en règle générale. Le recrutement, c'est très compliqué. Et quand tu as des bons éléments, il faut vraiment les garder. Là, j'ai la chance d'en avoir en ce moment, ça se passe très bien. Et voilà, s'ils m'écoutent, ils savent que j'ai une chaîne YouTube, je les remercie d'avance. Ensuite, on a la gestion des plannings. Et la gestion des plannings, ce n'est pas juste remplir les trous, remplir les horaires où tu as besoin des gens. Il faut optimiser, c'est-à-dire qu'en fonction du chiffre d'affaires que tu fais, il faut avoir le bon nombre d'heures. Et nous, on a un ratio en restauration, c'est du 1 pour 50, c'est-à-dire que pour 1 heure travaillée, il faut que ça rapporte 50 € pour que tu sois rentable. Et nous, actuellement, ce qu'on a
Au vu de notre chiffre hebdomadaire qui est environ à 3500 euros TTC en moyenne, c'est pas énorme, c'est en augmentation, c'est pas dramatique non plus, eh bien il nous faut 70 heures. Et quand on a commencé, on connaissait pas exactement la zone, on connaissait pas notre clientèle, on commençait pas le trafic, on avait 100 heures travaillées dans la semaine. Donc voilà, c'est 30 heures de trop, tu fais 30 fois 11 euros, voilà, ça fait 300, avec les charges sociales 30% de plus. Voilà, on perdait facile 1600, 2000 euros à cause de ce trop plein d'heures travaillées. Donc c'est la gestion des plannings, c'est pas quelque chose qui est compliqué. Il faut remplir là les moments où tu as besoin des gens, mais surtout il faut à chaque fois se remettre en question, de se dire ah là j'ai trop d'heures travaillées, là j'en ai pas assez, on a beaucoup de fréquentation, il faut mettre quelqu'un en plus. C'est vraiment une gymnastique intellectuelle et financière. Ensuite on a les commandes fournisseurs, et là pareil ça se résume pas juste à acheter les produits pour qu'on puisse faire la production. Ça nécessite un travail au préalable. Tu regardes ce que tu vends le plus. Par exemple, je me suis rendu compte que la partie salée chez nous, bah, ça représentait que 15% du chiffre d'affaires. Et donc, j'ai adapté les commandes en fonction. On fait moins de production le matin et on économise à ce niveau-là parce que tu as aussi les pertes derrière, hein. Les sandwichs, tu peux les garder 48 heures. Si à chaque fois tu jettes pour 200 euros de marchandises et que tu fais un chiffre d'affaires même de 600 euros, tu as perdu un quart à cause des pertes. Donc il faut à chaque fois optimiser, voir ce qui se vend le mieux, l'acheter. Et ce qui ne se vend pas ou les produits complexes à faire, ce que j'appelle les produits mono-recettes, et des trucs que tu achètes juste pour une recette, ça il faut éviter parce que tu peux pas le répartir. Donc si par exemple, moi je prends juste l'exemple qu'est-ce que c'était de nouveau? Du jambon cru. Eh bien, le jambon cru c'est très bon, c'est de la charcuterie, les gens aiment bien. Sauf que le problème, on le fait que pour une seule recette de panini. On peut pas le mettre dans les clubs sandwich, on peut pas le mettre dans les pains à English toast. Le jambon cru, c'est une seule recette. Et le problème de ça, c'est quand tu l'ouvres, tu as une DLC de 48 heures. Et pour utiliser les 1 kg de jambon cru, c'est le conditionnement de notre fournisseur, ben, il faut que tu fasses un nombre de sandwichs, il faut que tu en fasses au moins 25-30 tous les 2 jours. Nous, on n'en fait que 4, donc j'ai vite arrêté ce type de commande. Donc voilà, c'est comme la gestion des plannings, ça demande un travail d'analyse et il faut surtout pas hésiter à être en rupture plutôt que de dépenser n'importe comment chez le fournisseur. Et à titre d'exemple, hein, au début, quand je commençais à faire les commandes, j'avais aucune expérience. On était quasiment à 5500 euros de commandes, dites-vous, 5500 balles de commandes par mois, sachant qu'il nous en faut 3003, 3004 grand maximum. Donc pareil, on perdait beaucoup d'argent à cause de ça. Sur les premiers mois, on a perdu, à cause juste des commandes, on a perdu l'équivalent de 2000 balles. Ajouté au personnel, eh bien, on perdait 4000 euros par mois. Ensuite, activité de promotion, tu ouvres ta franchise, les clients n'affluent pas, n'apparaissent pas comme par magie sur ton kiosque. C'est pas les Sims, c'est pas Fortnite. Ils débarquent pas du ciel d'un hélicoptère, d'un avion. Il faut aller les chercher, aller chercher les commerçants, leur proposer, leur faire goûter des produits. Ce que je fais toujours le samedi quand on a un peu de perte, des produits qui partent le soir, je les amène chez les différents commerçants de la galerie, ceux éloignés également. Je fais un peu de marche, un peu de randonnée, même si je déteste ça en règle générale. Je vais leur faire goûter les produits, je leur dis voilà, on vient de s'installer, on est entrée X, on est devant la Fnac, venez, on a des menus pour vous, on vous fait de la réduction. Il faut vraiment aller chercher les gens. Tu peux aussi le faire sur Facebook. Après, on le fait un peu moins parce que je ne suis pas convaincu de l'utilité de Facebook pour mon business. Et sinon, de la prospection dans les magasins avoisinants, bah, tu distribues des cartes de fidélité, tu parles de ta marque, de ton business. Et c'est quelque chose de très important à faire quand tu démarres, faire de la dégustation, aller voir les commerçants, aller faire goûter des produits aux clients. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire au moins pendant 2 ans pour te faire connaître et acquérir une base de clientèle solide.
Ensuite, tu as le suivi des indicateurs, ça j'en ai un peu parlé. Il faut regarder les indicateurs clés. Les indicateurs clés, c'est quoi? Bah, comme on l'a dit avant, c'est la masse salariale. Tu regardes le nombre d'heures travaillées par rapport à ton chiffre d'affaires, tout comme le montant des commandes par rapport à ton chiffre d'affaires. Le ratio que nous on a maintenant, qui est un très bon ratio. Les achats, ça représente 28% du chiffre d'affaires. Donc on le module, hein, si on fait un peu moins, là on fait un mois de septembre chaotique, pourri de chez pourri, on module le montant des achats pour que ça fasse 28%. Pareil pour la masse salariale, on fait en sorte que ce soit 28% du chiffre d'affaires total. Avant on était à 40% quasiment, donc c'était vraiment compliqué. Et ça, il faut le faire tous les mois. C'est-à-dire que en fonction de ton activité, en fonction de ta trésorerie, il faut à chaque fois les regarder pour ne pas aller dans le mur, parce que la trésorerie, ça part vite. Et la dernière chose que tu as envie de faire quand tu as un coffee shop et que tu as déjà mis 35 000 euros, c'est de remettre 10 000 balles, 15 000 balles. Là, tu vas droit à la catastrophe, parce que derrière, il faut les rattraper, hein. Il faut regagner cet équivalent en bénéfice l'année d'après. Et ça met, comment dire, ça rajoute une charge supplémentaire. Ensuite, dernier point. Alors là, vous allez rigoler ou pas, je sais pas, peut-être que je vais vous décourager, mais je suis pas là non plus pour vous vendre du rêve. Je suis pas un dropshipper, moi, hein. Je vends pas des sextoys en plastique en dropshipping, hein. Donc voilà quoi. Je suis là pour vous montrer le vrai monde, comment ça marche. Mais le plus gros cheval de bataille quand on a une franchise, que ce soit Columbus Café ou d'autres, c'est gérer les merdes. Et les merdes, ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. Là, la semaine dernière, je me suis fait taper 200 euros dans la caisse. Voilà, le mec, je l'ai viré. 200 euros dans la caisse, il m'a tapé, mais tu dégages. Voilà. Sur le coup, quand ça t'arrive, tu te sens trahi parce que tu as passé du temps avec le bonhomme, tu l'as formé. Il est sympa avec toi, il te dit ça va, oui, oui, j'ai passé un bon week-end, mais après il te tape 200 euros dans la caisse. Après, comme on l'a dit avant, tu as les personnes qui vont pas venir, soit aux entretiens, soit dans le travail. Elles vont te prévenir au dernier moment, et si tu n'as personne, ton business ne tourne pas. Donc c'est à toi d'y aller. Et comme par exemple, j'ai 50 minutes de route pour aller sur mon point de vente, eh bien je t'avoue que je me réveille pas à 6 heures du matin tout heureux comme ça à l'idée d'aller à mon point de vente parce que quelqu'un est absent. Ça me fait royalement chier, honnêtement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore à gérer les merdes? Eh bien, des fois, même souvent, les fournisseurs ils vont t'envoyer des produits que t'as pas commandés. L'autre jour, on m'a envoyé un jambon en croûte, je sais pas pourquoi, qui m'ont facturé 20 balles. Bah là, il faut encore les appeler, il faut leur dire j'ai pas commandé de jambon en croûte, c'est pas mon créneau de business, c'est pas mon créneau, je vends pas ça. Tu as encore les, euh, les histoires entre les employés ou entre les employés, commerçants, peu importe. T'en as, ils se supportent pas, il faut faire le médiateur. Moi, c'est pas des choses que j'aime bien faire, honnêtement, hein. Faire du management comme ça, c'est quelque chose que j'aime pas, mais voilà, il faut le faire. Et voilà, je pense que je vais pas vous en dire plus parce que sinon après vous allez être découragé. Mais gardez bien à l'esprit que ce n'est pas un business facile. C'est pas du tout facile. D'ailleurs, rien n'est facile. Mais si je le compare avec mon business sur Internet où je suis seul, je sais que si je veux faire une vidéo, s'il me faut une vidéo pour le samedi, ben elle y sera. Pareil pour le tennis. Je sais que là en octobre, je vais faire plusieurs stages de tennis même. Je sais que je vais les faire et je sais que ça va bien se passer. Pour Columbus Café, là demain, je sais pas. Là, je sais pas. Je pense que oui, j'ai une bonne équipe, mais tu n'es jamais à l'abri. Et comme la France est un pays de gauchistes intégral, qu'on protège les salariés, qu'on protège tout le monde en fait, sauf les entrepreneurs et les investisseurs, eh bien, ils se permettent un certain nombre de choses. Ils peuvent se permettre de ne pas venir, de faire n'importe quoi. Et derrière, s'ils sont en CDI, c'est très compliqué de les virer, à part si tu payes des indemnités de compensation et ça coûte super cher. Donc, c'était pour la rubrique Gérer les merdes. Vous en aurez. C'est indispensable, mais je pense que ça vaut largement le coup.
de s'y confronter parce que vous allez devenir derrière indestructible. On vous aura fait tellement de saloperies, on se sera tellement foutu de votre gueule que plus rien ne vous affectera dans la vraie vie. Vous allez atteindre un niveau de tolérance du stress et de conneries super élevé. Donc je pense que ça vaut le coup, sans compter l'aspect financier qu'on va évoquer juste après. Ça gagne combien un Columbus Café? Oui, parce qu'on ne travaille pas gratuitement, hein. On n'ouvre pas une franchise une franchise de restauration, de coffee shop, juste pour le simple, comment dire, pour le simple fait de se la péter et dire qu'on est chef d'entreprise. C'est pas ça du tout. On est là pour gagner de l'argent, on est là pour gagner notre vie et on est là pour mieux la gagner que si on était salarié à 35 heures par semaine avec 9 semaines de congés par an. On est là pour que ça paye et que ça paye très bien. Donc là, je vous donne juste les chiffres de mon kiosque, hein, j'ai pas de problème avec ça. De toute façon, les gens qui veulent passer, vous pouvez passer. Moi, ça me ferait plaisir et ensuite, ça me ferait aussi du chiffre d'affaires. Enfin, j'en ai besoin en ce moment. Le point mort, le point mort journalier, pour qu'on ne perde pas d'argent, il est à 550 euros. Là, on y est quasiment parce que derrière, le point mort, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de ton loyer, ça dépend de la masse salariale. MS, ça dépend des marchandises, M, du loyer, comme j'ai dit avant, du prêt. Et une fois que tu as pris toutes tes dépenses et que tu as fait quelques divisions, eh bien, tu as ton point mort. Et notre point mort, nous, il est à 550 euros TTC pour qu'on ne perde pas d'argent. Euh, Ce point mort, certains vont le dépasser très facilement les premiers mois. Je n'en fais pas partie, malheureusement. Ça fait 6 mois. Là, on est encore au point mort. On a légèrement augmenté, mais il faut encore que ça augmente. Et pour réellement gagner de l'argent, nous, par exemple, le potentiel, au vu de ce que je peux voir dans la galerie, de la fréquentation des autres magasins et aussi de la superficie de notre magasin, voilà, on est à 800 euros par jour une fois que ça va bien tourner. C'est l'objectif. Et à 800 euros par jour, vous faites la différence, hein. Ça veut dire que tu fais 250 par jour de bénéfices. 250 ensuite fois 25, on atteint les 6250 euros de bénéfices. Donc c'est pas que pour moi les 6250 euros, il faut qu'on le divise. Donc on a, ouais, c'est 3100 euros de bénéfices. Là, vous allez me dire, ouais, 3100 euros de bénéfices pour travailler autant, est-ce que ça vaut le coup? Alors ça vaut le coup, oui, parce que ce qui est intéressant dans ce genre de business, c'est que tu n'es pas obligé d'être dans l'opérationnel. Alors moi, je le fais parce que je préfère y être, ça me permet de voir, comment ça marche à l'intérieur, s'il n'y a pas de trucs qui m'échappent. Mais une fois que ça tourne, 3100 euros par mois pour aller à ton magasin, tu peux y aller deux, trois fois par semaine, tu peux même y aller une fois par semaine si tu as une bonne équipe sur place, c'est plutôt pas mal. J'ai un copain qui a ouvert un Subway, lui, il est tout seul, il gagne 6000 euros de bénéfices, bon, après, avant impôt bien sûr, et à son magasin, il y est passé une fois le mois dernier, parce que derrière, il a une manager, parce que tout se passe bien. La manager, elle s'occupe de faire les recrutements et il gagne 6000 euros sans rien faire. Mais sans rien faire, au bout de, voilà, ça fait 10 ans qu'il l'a. Mais c'est un aspect important, les bénéfices. Et c'est ce que je prêche sur cette chaîne, c'est de vraiment avoir une mentalité d'investisseur, de décorréler son temps de l'argent, de ne pas se dire ouais, une heure est égale à ça. Alors ça va être nécessaire au début pour constituer un apport pour investir en bourse sur les actions à dividendes, c'est nécessaire. Mais au bout d'un certain temps, quand on a cumulé du patrimoine, du patrimoine financier, il faut l'utiliser pour que ça travaille à notre place et se libérer progressivement. Si vous avez envie de travailler que 20 heures, bah, ça peut être intéressant. Mais vraiment être dans cette optique de producteur, cette optique d'investisseur qui fait travailler son argent à sa place. Voilà, sortir du schéma, une heure travaillée est égale à temps. Parce que le problème de ça, c'est que déjà, vous n'allez pas pouvoir le faire toute votre vie. Aujourd'hui, pour bien gagner ma vie, je suis obligé de travailler 50 heures par semaine, mais je sais que c'est passager. Mais ça, tu peux pas le faire après 60 ans. Donc vraiment, il faut se préparer et se mettre cette casquette d'investisseur.
Autre point financier, j'en ai parlé avant. Combien est-ce que moi je me rémunère? Parce que là, j'ai parlé des bénéfices. C'est ce qu'on peut se reverser une fois que ça tournera bien. Si ça tourne bien, parce que encore une fois, tu n'as aucune garantie. Là, en ce moment, je me rémunère à hauteur de 600 euros. Voilà, c'est des remboursements kilométriques qu'on peut faire. C'est une optimisation de la part du comptable qui est 100% légal. C'est 600 euros que je me verse par mois en échange de 15 heures d'opérationnel. J'y vais le matin, je fais 3 jours par semaine, 15 heures. C'est pas le bout du monde. Alors oui, le lundi matin, quand je me réveille à 6 heures pour aller faire les sandwichs, j'avoue que je préférerais dormir. Mais bon, après, 600 balles, 600 balles, qu'est-ce que c'est? C'est 10 actions Coca-Cola, c'est 5 actions Pepsi, c'est quoi? C'est une moitié d'action BlackRock, vu qu'elle est assez chère. Donc tout est bon à prendre, et tant qu'on a l'énergie, je pense que c'est nécessaire de d'aller de toujours chercher à s'améliorer, à améliorer ses revenus. Je pense vraiment que c'est nécessaire. Est-ce que c'est fait pour toi? Est-ce que c'est pour moi? Alors là, c'est une question que vous me demandez. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont écrit, qui m'ont dit ah, j'aimerais me lancer, est-ce que tu me le conseilles? Alors, je vais essayer d'être assez d'être synthétique. Il y a plusieurs points à prendre en compte quand on va sur ce truc de business. Alors c'est sûr, quand tu vois un établissement comme ça, ouais, c'est clean, il n'y a personne, il y a deux clients là, ils ont l'air sympas, ils ont l'air cool. Là, la vitrine, elle est bien achalandée, c'est propre partout. Là, le sol, je vois que c'est pas mal. La boutique, elle a l'air bien tenue, ça a l'air de bien tourner. Faut savoir que il faut avoir une tolérance au stress supérieure à la normale. Voilà, tu as des épisodes de stress quasiment, pas toutes les semaines, mais tous les mois, tu en auras plusieurs. Tu auras des périodes comme ça, comme j'ai en ce moment, où tu fais un chiffre d'affaires pourri. Tu fais un chiffre d'affaires pourri, tu sais très bien que tu perds X tous les jours, et il faut réussir à faire avec. Tout comme si tu as une démission de personnel, que tu as 3 employés qui partent en même temps, c'est pas agréable. C'est pas agréable. T'as autre chose à faire que de retrouver trois autres personnes, les former en plus et de remplacer en même temps. C'est hautement stressant, c'est indéniable. Tu as la pression financière. Voilà, si tu dois faire un certain chiffre tous les mois parce que tu as un loyer à payer. Tu peux aussi avoir la pression de ta famille parce que au lieu de faire un restaurant le jeudi soir avec ta femme ou avec ta copine, avec tes enfants, tu seras appelé au magasin pour remplacer. Tu as aussi le stress des stocks, hein, si tu viens le lundi matin et que tu n'es pas livré d'ici une semaine, hop, tu vois qu'il manque un produit que tu peux pas avoir chez Metro, ça te met en stress. Moi, j'avais souvent ça. Vu que je commandais comme un manche au début, il manquait souvent des produits pour faire la production salée du matin. Donc ça me stressait. J'étais toujours obligé d'aller chez Metro, d'aller à l'entrepôt de notre fournisseur pour le faire très tôt le matin. C'est ultra stressant. Et ajouté à cela, tu ne sais pas combien tu vas gagner à la fin du mois. Alors, tu sais à peu près à partir d'un certain nombre d'années quand tu as bien développé ton business et que les gens te connaissent. Mais au début, bah, déjà, tu gagnes rien. Ça, c'est réglé. Mais les premières années, tu peux très bien te verser un mois 2000 euros net, sans parler des bénéfices, bien sûr. L'autre mois, bah, peut-être que tu vas pas te payer parce que tu as fait un mois pourri. Parce que là, dans la zone commerciale, il y avait personne. Parce que dans l'équipe, eh bien, t'avais des bras cassés qui t'ont fait n'importe quoi en production, qui sont pas venus, tu as perdu 1000 euros par-ci, 1000 euros par-là, on t'a tapé dans la caisse. Donc il faut vraiment être conscient que c'est hyper stressant. Je ne pense pas que ça soit plus stressant que les métiers du médical ou les startups, parce que là, on parle d'un business qui est établi, des produits qui sont connus. C'est des choses qui marchent, si tu veux. C'est rien comparé à une boîte dans l'intelligence artificielle qui propose des produits innovants. Ça, tu n'as aucune garantie que ça plaira aux consommateurs ou qu'il y aura une réelle utilité dans le futur. Mais ça reste quand même stressant. Ensuite, autre point. Est-ce que c'est pour moi?
Alors, juste désactiver Pointer Focus, tac. C'est très chronophage, très chronophage. Comme j'ai pu le dire avant, tu vas faire des semaines de 60 heures au début. 60 heures parce que avant l'ouverture, il va falloir que tu recrutes tout le monde, que tu agences bien ton kiosque. S'il y a des malfaçons, il va falloir que tu contactes les maîtres d'œuvre. Et si tu as des trucs qui ont sauté comme moi, ça a pu être le cas, il faut que tu fasses venir des experts en assurance. Ça prend du temps tout ça. Il va falloir aussi que tu formes les gens au métier. Parce que tu peux pas te permettre de payer un manager dès le début. Un manager dès le début, ça coûte super cher. Tu l'embauches à 1800 euros net, le mec te coûte quasiment 3600 euros par mois. Voilà. Au début, tu n'as pas les moyens pour ça. Donc tu vas devoir être partout, tu vas devoir être au four, au moulin, chez la crémière, fais ce que tu veux, mais ça va te prendre du temps et comment dire, si t'as pas l'habitude de travailler autant, ça peut être compliqué. Et d'ailleurs, si les 35 heures, ça te paraît déjà beaucoup, ne te lance pas là-dedans parce que tu vas en faire le double et tu vas même en faire 80 par moment. Ensuite, c'est cyclique. Alors, c'est pas cyclique comme Total, c'est pas en fonction du prix du baril, mais ça dépend de la fréquentation des zones commerciales. En ce moment, là, au moment où je tourne cette vidéo, on a encore de l'inflation. On a les produits qui ont augmenté de 10-15%. C'est énorme, ça pèse sur les budgets des ménages. Et la dernière chose qu'ils ont envie d'acheter, c'est un muffin chez Columbus. Donc, ils vont aller dans les supermarchés acheter des tomates et compagnie, mais ils vont pas nécessairement s'arrêter pour se faire plaisir, le tiers-lieu, compagnie. Le tiers-lieu, ils en ont rien à foutre, hein. Quand il y a de l'inflation et que tu payes ton plein 100 euros, ils en ont rien à foutre. Donc c'est cyclique et il faut pouvoir absorber les mois, parfois c'est 1 an, même 2 ans, où il y a de l'inflation, où voilà, les gens ont moins de pouvoir d'achat. Il faut en être conscient, il faut réussir à tenir le choc. Par contre, c'est très rémunérateur. Tu vas travailler pour toi. Tout ce que tu vas mettre en place, ce sera uniquement pour ta gueule. Tu travailles avec qui tu veux. S'il y a un mec, ta tête lui revient pas, bah tu dis tu le recrutes pas. Et ensuite, s'il a un période d'essai, tu peux le virer. Tu t'en fous. C'est vraiment une satisfaction, c'est-à-dire que tu peux faire ce que tu veux. C'est toi le patron. S'il y a un jour où t'as pas envie de travailler, c'est mon cas, parce que je donne aussi plein de cours de tennis à côté, eh bien tu peux te mettre ce jour-là. Moi je me mets le lundi par exemple, parce que c'est une journée calme, et je peux organiser mon emploi du temps comme je veux. Alors bien sûr j'essaie de satisfaire, mais d'arranger les mecs de mon équipe, mais ça t'apporte une certaine liberté que tu n'as pas en entreprise. Ensuite, très formateur parce que tu vas voir absolument tous les métiers possibles et imaginables. Tu vas faire des douiches, tu vas faire des cafés, tu vas devenir barista. Tu vas être formé au niveau hygiène. Voilà, tu vas apprendre tous les protocoles, comment bien tenir son stand, qu'il soit clean. Il y a beaucoup de choses à faire. Prise de température, tu vas apprendre un nombre de choses incroyables, que ce soit l'animation commerciale. Je pense qu'il n'y a pas meilleure expérience professionnelle pour apprendre quelque chose. Parce que c'est vrai, dans une entreprise, une grosse entreprise, tu es souvent assigné à un poste. Voilà, tu es Jean-Luc du marketing, par exemple, ou tu es Ghislaine de la compta. Tu fais que la compta. Là, tu vas faire la compta, tu vas faire les finances, tu vas faire les approvisionnements, tu vas faire les ressources humaines, tu vas faire l'opérationnel, la production. Voilà, tu seras une machine. Tu seras une machine, même si ça ne marche pas, tu auras appris énormément de choses. Mais entre nous, une franchise comme ça marche dans 95% des cas. Et ensuite, est-ce que c'est pour moi? Garder la motivation chaque jour de la semaine. Si tu es quelqu'un de pessimiste, qui se décourage vite, qui ne supporte pas l'adversité, ne fais pas ça. Par contre, si tu aimes bien le challenge, que tu aimes bien la fight, que tu as envie vraiment de cartonner là-dedans, moi je te dis fonce, fais-le, prévois quand même tes arrières, mais fais-le, c'est une aventure de malade. À chaque fois que j'y vais, que j'ai du monde, bon, les jours où on a moins de monde, je suis moins motivé forcément, mais je le montre pas. Mais c'est hyper satisfaisant de travailler, de voir que tu as du monde dans ton magasin, que ça tourne, que tes employés sont contents. C'est quelque chose qui est vraiment top et je peux que t'encourager à le faire.
Alors maintenant, les conseils que je vais vous donner, si vous voulez vous lancer, c'est déjà vous poser la question, est-ce que je suis prêt à travailler 2 ans sans me payer? Si la réponse est non, bah, ne faites pas ça. Euh, la réponse est oui, il faut prévoir un matelas de sécurité. À part si vous êtes fait licencier par votre entreprise, que vous avez le chômage, là vous pouvez attendre 2 ans sans problème. Mais si vous n'avez pas le chômage, que vous partez de zéro, il va falloir constituer un bon fonds de sécurité pour subvenir à vos besoins. Et ce que je vous recommande, c'est au moins 1 an de salaire. Voilà, si tu gagnes 3 000 € net, il faut que tu aies 30 000 balles de côté. Si ce n'est voilà, 1 an et demi, 2 ans de salaire, l'idéal c'est d'avoir 40 000 à 50 000 € de côté pour faire face aux imprévus et pour que ton magasin atteigne son plein potentiel. Parce qu'il y en a beaucoup qui lancent ça et qui au bout de 2 ans ferment parce qu'ils n'ont pas de résultats. Mais les résultats, les amis, ça vient pas au bout de 6 mois, ça vient pas au bout d'1 an. Au bout de 2 ans, ça commence à arriver, mais le plein potentiel, tu l'as au bout ouais, de 4-5 ans, une fois que tu as de l'ancienneté. Là, les boutiques où on est implanté, il y en a certaines qui cartonnent. Il y a un truc de café à côté de chez nous, ça fait 25 ans qu'ils sont ouverts dans la galerie, dites-vous. Tu peux pas te comparer à une personne comme ça. Tu peux pas dire oui, je fais pas assez de chiffres, je fais moins de chiffres que l'autre là, mais l'autre ça fait 25 ans qu'il est là. Donc c'est normal, il a sa clientèle, il est connu, tout le monde sait qu'il y a ça dans la galerie et les gens viennent. Donc très important d'être patient et d'avoir surtout les fonds nécessaires pour à subvenir à ses besoins. Ensuite, demandez-vous, est-ce que vous êtes prêt à résoudre des problèmes récurrents? Est-ce que vous êtes prêt à aller au magasin, à votre magasin à 6 heures du matin pour remplacer? Est-ce que vous êtes prêt à, voilà, à avoir, entre guillemets, la boule au ventre tous les matins? Moi, je l'ai, la boule au ventre tous les matins, parce que je sais pas si les gens vont venir travailler, en fait. Donc, demandez-vous ça. Est-ce que vous êtes prêt à résoudre des problèmes? Parce que des problèmes, il y en aura tous les jours, toutes les semaines. Et si c'est le cas, je ne peux que vous encourager. Ensuite, est-ce que je vais supporter la pression financière? Parce qu'avoir un magasin comme ça, c'est beau, hein. Mais derrière, il y a des chiffres. Derrière ce magasin, à mon avis, de ce que je peux voir, il y a ils ont quasiment autant de place assise que nous. On a un peu moins. Un magasin comme ça a dû coûter dans les alentours, dans les environs 300 000. Donc, pour rentabiliser une superficie de ce taille-là, il faut faire environ 800 € TTC par jour. 800 € TTC, si on prend un panier moyen à 7 euros, il te faut environ, nous ce qu'on a, ouais, il faut une 110 clients par jour. 110 clients par jour dans un truc comme ça, il faut que ça tourne. C'est pas genre tu fais 2 cafés, tu es rentable. Il faut faire du volume et pour faire du volume, il te faut une bonne équipe. Il faut qu'ils soient bien formés, il faut que tu aies tout acheté, tous les bons produits. Parce que derrière, si tu le fais pas, eh bien, tu perds de l'argent. Si sur une journée comme ça, tu fais 200 € et que ton point mort il est à 700, bah bien, tu as perdu 500 €. Et si tu es sensible à ça, si tu es fragile, et moi je dis pas que je le suis pas, attention, hein, mais si tu n'es pas prêt à supporter cette pression financière constante, parce que c'est pas juste une pression financière une fois par mois, c'est tous les jours, hein, ne te lance pas là-dedans. Voilà, moi je peux vous dire que, en toute honnêteté, je voulais faire 2 magasins au départ. Je n'en ferai pas pour le moment parce que c'est beaucoup de pression. C'est même des fois trop de pression juste pour atteindre le point mort. Donc c'est quelque chose il faut en être conscient. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans la franchise sans y penser, mais tu as constamment l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Si tu arrives à le gérer, pas de problème, tu vas cartonner. Si tu n'arrives pas, ça va devenir un cauchemar. Ça va affecter ta santé physique, psychologique. Et voilà, tu vas un peu mal finir. Donc, ne t'inflige pas ça si tu n'arrives pas à supporter la pression financière. Trouve-toi un job où tu es tout seul, tu n'as pas beaucoup de charges fixes, que ce soit à ton compte ou pas. Et investir en bourse, c'est la meilleure chose à faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de ne pas faire trop long. J'ai essayé d'être synthétique pour vous décrire les étapes du projet et des tenants, des aboutissants, le quotidien d'un franchisé, si c'était pour vous ou pas. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'y réponds
J'y réponds très volontiers. J'adore aiguiller les gens à ce sujet. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-le moi aussi dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Et sinon, si vous voulez commencer à investir en bourse, je sais que ça n'a rien à voir avec la franchise, mais c'est corrélé, c'est le cercle vertueux de l'argent. Demain, par exemple, tu peux avoir une franchise, gagner beaucoup d'argent, mais voilà, ça, pour atteindre vraiment des niveaux démentiels de revenus, je suis persuadé qu'il faut absolument investir en bourse sur des actions à dividendes. Pour gagner 30 000 euros, 50 000 euros par mois grâce à la bourse, c'est possible. En gagner 50 000 avec la franchise de restaurant, c'est possible aussi si tu as 5-6 magasins qui tournent très bien, même plus, une dizaine de magasins qui tournent très bien. Mais à quel prix? À quel prix? Là, je vous ai fait part des difficultés à gérer un seul point de vente. Je vous raconte même pas 10. Donc voilà, investir en bourse, je pense que c'est le meilleur moyen de faire fructifier l'argent gagné activement. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire à la formation offerte sur 3 jours. Donc vous allez apprendre absolument toutes les bases de la bourse. Qu'est-ce qu'un PEA, qu'est-ce qu'un compte titre, qu'est-ce qu'un dividende. Vous aurez vraiment une bonne vision transversale de la bourse. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, je propose également un accompagnement avec une formation de 6 heures. Formation de 6 heures avec 4 heures d'accompagnement où on se pose ensemble sur Zoom. On voit votre stratégie. Si vous avez des questions sur la formation, eh bien on y répond. Et l'objectif derrière, c'est que vous ayez votre portefeuille à dividendes et que ça génère des dividendes toute votre vie, à n'importe quel moment de la journée. Et sinon, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Ciao, ciao.